Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, effectivement, je vais introduire cette question de la santé, enfin, du concept des externalités et de la santé globale. Très rapidement, on vous restitue une étude qu'on a conduite avec 6 collègues de l'ITAB sur 2 ans, avec l'appui de chercheurs, que ce soit des chercheurs INSERM ou des chercheurs INRAE. Et donc, on vous donne ici un petit... Pardon, je vais aller trop vite. Je vous donne ici un petit aperçu du contexte tout d'abord. Rappeler quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui estime aujourd'hui, donc à peu près un quart, il faut garder des grands chiffres comme ça, des grandes approches, un quart de la mortalité mondiale est directement lié à des enjeux ou des problématiques environnementales. En fait, donc c'est important. Et dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui, on a une hausse importante des maladies chroniques, que ce soit en effet des maladies inflammatoires, des diabètes, des cancers et des troubles de la fertilité et de la reproduction. Donc des chercheurs s'astreignent à essayer de quantifier quelle est la part de maladies attribuables en particulier à la problématique des produits chimiques et donc évaluent entre 1% à 40%, selon les types de produits chimiques et selon les maladies, cette fraction de maladies directement attribuables à cette problématique produits chimiques. Quand on dit produits chimiques, on va le voir, on a une difficulté forte parce que, vous le savez, notre exposome est exposé finalement à une multiplicité, à une imbrication des facteurs polluants. Pour autant, plus particulièrement sur les cancers, on a également des estimations de l'Agence européenne de l'environnement qui estime que pour les maladies de cancer, donc plus de 10% en part de cancer serait directement liée à cette exposition à tous ces polluants, que ce soit effectivement des substances chimiques intrants utilisées en agriculture, mais également tout type d'intrants, substances chimiques dans notre environnement. Et donc, on voit d'ores et déjà les difficultés scientifiques à pouvoir vraiment extraire ce qu'on appelle les effets propres, puisqu'on est dans du système agroalimentaire, puisqu'on est soumis à de nombreuses pollutions. Alors, il y a un petit temps. Voilà, les chercheurs proposent d'intégrer cette problématique de santé humaine dans le cadre d'un concept qui s'appelle One Health ou une seule santé. Et vous le voyez au cœur, en fait, il y a cette santé globale. Pour juste illustrer quelque chose qui est très tangible et très connu, typiquement, l'utilisation d'antibiotiques dans nos élevages conditionne bien sûr l'émergence d'antibiorésistance et donc de difficultés potentielles à traiter des maladies sur le point de vue humain. Donc ça, c'est bien connu. Des choses également, bien entendu, qui corrèlent directement la santé de notre environnement et notre propre santé humaine, d'où une nécessité d'articuler la pluralité des enjeux environnementaux avec notre santé. Alors, le cadre conceptuel des externalités, vous le voyez ici, dans le cadre de cette étude qu'on a restituée. Donc, plus globalement, vous le voyez, au centre, vous avez une ferme, une exploitation agricole qui fonctionne grâce à des services écosystémiques, hein, SES, et qui produit des denrées sur les marchés, des biens privés, mais qui génèrent donc des impacts sur les biens communs. Ces impacts peuvent être négatifs, on connaît les externalités négatives, mais peuvent être également positives. On parle dans ce cas-là d'aménité, et vous le voyez, la santé est l'une des externalités euh, des impacts qui peuvent jouer sur la santé humaine, en plus de tous les impacts de biodiversité, de climat ou de pollution globale sur les compartiments environnementaux. Dans le cadre de notre étude, on a considéré qu'un surcroît d'externalités positives ainsi qu'une moindre externalité négative sont des atouts pour la collectivité. En fait, même une moindre lixiviation d'azote au niveau des sols, de l'eau, va être un intérêt globalement. Alors, voilà comment on a procédé. On a procédé par positionnement de la bio comparé à l'agriculture biologique. Donc, avec quelques exemples ici, ça veut dire qu'on a dû faire tout un travail aussi de positionnement des externalités de l'agriculture dite conventionnelle et de voir dans les papiers. Donc, on a passé 800 articles scientifiques en revue et pour les volets santé, 250 environ articles scientifiques ont été analysés et synthétisés. Ensuite, on peut imputer une certaine valeur économique à ces externalités-là. Je passe un petit peu rapidement, on répondra bien sûr à toutes vos questions juste après, voilà, d'un point de vue méthodologique. Juste vous redire que cette question de la bio, finalement, les atouts de la bio pour la collectivité, pour la société, ont été un peu réactivés dans le cadre d'une expérimentation nationale dont vous avez sans doute entendu parler lors de l'affichage environnemental des produits agricoles et alimentaires.
avec des indicateurs qui posent question pour refléter les atouts des systèmes agroécologiques, que ce soit d'un point de vue environnemental, mais aussi de santé humaine, pour intégrer les impacts écotoxicologiques des denrées produites, notamment parce qu'on rapporte dans le cadre de l'affichage environnemental aux quantités produites et donc à la moindre, le rendement intervient et vous voyez dans cette deuxième colonne, lorsqu'on rapporte des atouts ou des impacts à l'unité de kilo produit, du fait de moindre rendement en AB, des choses peuvent être discutées dans des sphères scientifiques et poser question. Mais sans plus tarder, je laisse la parole donc à Rodolphe pour présenter donc la synthèse qu'on a réalisée sur le volet santé avec d'autres collègues également de l'Institut. Merci Natacha. Donc effectivement, moi je vais vous présenter le volet en fait externalité de l'AB sur la santé humaine. Euh, En suivant le plan qui va arriver, en fait les deux premières parties elles traitent des intrants qui sont évités en bio ou limités. Et d'abord au niveau de la production, puis au niveau de la transformation. La troisième partie s'intéresse à l'intérêt nutritionnel direct des produits. Voilà. Et enfin, je traiterai de l'effet des régimes biologiques sur la santé, suivant comment on mange plus ou moins biologique en fonction de la fréquence des aliments. Donc, comme on vous l'a dit en introduction, effectivement, une grande partie des intrants qui sont évités en AB, en fait, ça concerne les pesticides de synthèse. On va voir quels sont les impacts en fait que ça a sur différentes populations. D'abord sur l'exposition professionnelle des agriculteurs, les premiers impactés. Ensuite les riverains, des populations spécifiques plutôt sensibles, femmes et enfants. Et enfin sur la population générale. Donc en fait, les agriculteurs sont effectivement exposés aux résidus de pesticides parce que ben, ils peuvent en utiliser. Ils sont exposés par différentes voies, la voie orale, cutanée ou par inhalation, et par deux types d'exposition, l'exposition aiguë et chronique. C'est le même type d'exposition et de voie d'exposition pour les riverains, alors que la population générale, donc en général vous et moi, sont exposés aux résidus aux résidus de pesticides plutôt via l'alimentation et avec un effet beaucoup moins majeur que par rapport aux agriculteurs. Si on revient un petit peu sur les substances actives qui sont utilisées en agriculture, en fait, les substances actives sont enregistrées et évaluées au niveau de l'Europe. En agriculture, on a le droit d'utiliser 294 substances actives, tout confondu, tandis qu'en AB, ce qui est ici encadré en utilisable en AB, en UAB, seulement 24% des substances, qui sont des substances donc de type naturel et qui ont des profils toxicologiques qui sont moins préoccupants que les substances actives, l'ensemble des substances actives. En bio, on a 22 substances de base versus 3 en agriculture conventionnelle, 9 substances à faible risque versus 63 en conventionnel, et 6 substances candidates à la substitution. Ces substances candidates à la substitution sont essentiellement des produits à base de cuivre. Des effets, par contre, les agriculteurs, ils n'utilisent pas des substances actives. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle des produits de protection des plantes. En gros, c'est des préparations commerciales formulées à base de substances actives, mais qui contiennent aussi d'autres agents, comme des adjuvants, des coformulants ou des agents de formulation, comme des mouillants, ce genre de molécules qui peuvent aider à l'efficacité du produit. Et ces effets sont peu ou mal évalués. On évalue assez mal en fait les effets cocktails de ces molécules entre elles, donc ils peuvent avoir des effets synergistes entre elles qui peuvent augmenter la dangerosité, ou les effets de perturbation endocrinienne, donc qui agissent à faible dose. Et même s'il y a une réglementation au niveau européen qui a été mise en place, toutes les substances actives n'ont pas encore été évaluées vis-à-vis de leur effet de perturbation endocrinienne. Les premiers impactés sont bien sûr les agriculteurs. Alors, être agriculteur, pour la santé, c'est quand même bon. En fait, les agriculteurs développent moins de cancers que la population générale. C'est dû à l'activité au grand air, l'activité physique. Ça leur permet d'être globalement en meilleure santé que la population générale. Par contre, on voit qu'ils développent certains types de cancers plus que les autres. Et en l'occurrence, il y a un rapport de l'INSERM qui a été rédigé en 2013 puis mis à jour en 2021 qui a permis de grader des présomptions de lien. En fait, il y a trois niveaux de gradation, faible, modéré et fort. Et
plus le niveau de gradation du lien est fort, moins on peut avoir de doutes sur les liens entre la pathologie et la substance active ou les familles de pesticides. Donc là, on peut noter que le lymphome non-hodgkinien, le myélome multiple, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs et la santé respiratoire, ces 6 pathologies ont été liées avec des liens de présomption fortes avec des substances actives, et que les 4 premiers, le lymphome non-hodgkinien, le myélome multiple, le cancer de la prostate et la maladie de Parkinson, ont même été enregistrés au tableau des maladies professionnelles agricoles depuis une dizaine d'années, grâce entre autres à ces rapports de l'INSERM. Ce rapport de l'INSERM a également noté près d'une cinquantaine de présomptions modérées sur une bonne dizaine de pathologies. Mais comme ces liens n'ont été gradés qu'à un niveau modéré, ils n'ont pas été inscrits en tant que maladie professionnelle. Euh, sur les effets des pesticides sur les riverains, on peut dire qu'en fait, les individus qui vivent à proximité des zones agricoles ont une exposition aux pesticides qui est plus élevée que celle des groupes contrôle, hein. C'est ce que montre De Romo déjà il y a quelques années. Ce qui a pour incidence d'avoir une augmentation de certaines pathologies, comme l'augmentation de leucémie aiguë quand on habite plus proche de zones qui sont fortement viticoles. Ce qui a été aussi prouvé par Coste et Mancini là, sur les dernières années, avec une augmentation du risque ou un faible surrisque de leucémie aiguë lymphoblastique chez les habitants et chez les enfants habitant dans des zones fortement viticoles. On a également un article qui est paru là au début du mois, hein, qui associe les pesticides et l'incidence du cancer de la prostate aux USA en fonction de l'exposition aux pesticides et des zones agricoles. Pour les populations un peu spécifiques, on a pris les femmes et les enfants parce que c'est les femmes enceintes et les enfants, puisque c'est vraiment des stades de développement où les populations sont fragiles. Et donc, on peut donc dire que pour les expositions, on a noté que certaines études ont été réalisées, que les enfants qui vivent à proximité des champs de légumes ou de céréales ont plus de métabolites dans leurs urines que les autres. Donc, on a un effet hein, effectivement sur les enfants de la proximité des zones agricoles. Ce qui a pour incidence, par exemple, pour les femmes enceintes, qui augmente le risque de pré-éclampsie quand on est exposé aux pesticides de synthèse. Une suspicion de lien aussi entre l'exposition prénatale et le risque d'hypsopadias, qui est une malformation congénitale du jeune enfant. Et une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse et les leucémies et les tumeurs du système nerveux central. Donc on voit qu'il y a vraiment un impact fort entre l'exposition aux pesticides et la santé humaine. Maintenant, on va passer à la population générale. La population générale, en fait, est exposée via l'alimentation aux résidus de pesticides qu'on peut retrouver sur les aliments. On sait que manger bio, ça permet de diminuer cette exposition de façon assez importante. On a même noté que sur des métabolites de pesticides qu'on peut trouver dans les urines, le fait de manger bio, ça peut permettre de réduire jusqu'à 89% les métabolites, par exemple, d'organophosphorés. Ça a une incidence sur les marqueurs d'inflammation. On voit que la réduction des biomarqueurs d'exposition aux pesticides et des marqueurs du stress oxydatif a lieu quand on mange plus biologique. Euh, pourquoi on a moins d'exposition aux pesticides quand on mange bio? Ben, tout simplement parce qu'on retrouve moins fréquemment de résidus de pesticides dans les produits bio. Ce que je vous montre ici, c'est les résultats d'un plan de suivi au niveau européen des résidus de pesticides qu'on peut trouver dans les aliments. Alors, à droite, vous avez ce qu'on peut trouver dans les aliments conventionnels et à gauche, ce qu'on trouve dans les aliments bio. On voit que dans quasiment un aliment sur deux en conventionnel, on trouve des résidus qui sont quantifiables. Tandis qu'en conventionnel, on a presque 83% des aliments qui ne contiennent pas de résidus de pesticides qui sont quantifiables. Ceci dit, vous allez me dire, ça, il reste quand même 17%, c'est pas négligeable. Ça s'explique relativement facilement parce que dans ces plans de contrôle, en fait, on suit tous les résidus de pesticides qui sont réglementés. Et en l'occurrence, le cuivre est réglementé. Donc en fait, ce qu'on trouve essentiellement dans les produits bio, hein, à plus de 90%, c'est des résidus de cuivre. Donc ce qui explique aussi ces 17% de fréquence de, de résidus. Ce qu'on trouve aussi dans les produits bio, c'est des substances qu'on trouve naturellement dans l'environnement ou qui proviennent effectivement des produits phytosanitaires de synthèse, hein, que ce soit via l'air ou via la dérive de traitement ou via le sol ou, ou via d'autres compartiments environnementaux qui auront du mal à s'en aller et qui vont rester dans l'environnement. Les produits les plus contaminés sont les fruits et légumes. C'est un fait.
Le laboratoire de référence du Baden-Württemberg en Allemagne suit les produits bio et conventionnels depuis presque deux décennies. Et en fait, il nous donne des indications sur les concentrations. Là, je vous ai parlé des fréquences de détection. Maintenant, je parle en fait de la concentration qu'on peut retrouver. Et en fait, dans les fruits et légumes, on voit que dans les fruits et légumes bio, on a entre 100 et plusieurs centaines de fois moins en concentration de résidus de pesticides. Donc on voit qu'en fait, dans les produits bio, on observe moins fréquemment de résidus et quand on les observe en bien moindre quantité. Maintenant, je passe à d'autres intrants. Là, je vais parler des antibiotiques. Donc, l'antibiotique, hein, c'est un vrai fardeau, hein, pour la santé humaine, hein. On estime à plus d'un million de décès dus à l'antibiorésistance au niveau mondial. En AB, on utilise moins d'antibiotiques. En France, on peut dire enfin, on peut dire, il y a une étude qui donne plus de 94% des lots de poulet bio qui sont élevés sans aucun traitement antibiotique. Au Danemark, on note 15 fois moins d'utilisation d'antibiotiques pour l'élevage porcin bio. Donc, l'agriculture bio contribue moins à au risque d'antibiorésistance. Concernant la fertilisation, sur les éléments traces métalliques, on a assez peu de différence entre bio et conventionnel, sauf sur un élément qui est assez toxique, c'est le cadmium, ce qui est totalement dû aux engrais phosphatés qu'on peut utiliser en agriculture conventionnelle. Sur les bactéries pathogènes et les métabolites de champignons, les mycotoxines, on n'a pas de différence, ni en termes de prévalence, ni en termes de risque entre les produits bio et conventionnels. Par contre, on peut noter que sur certains contaminants environnementaux, qui sont des contaminants qui sont liés au sol, comme les PCB, les PCBD, les HCBD, les HBCD, on trouve des niveaux qui peuvent être plus élevés dans les échantillons biologiques, dans les produits animaux. Et en fait, ça, c'est dû en fait à des âges d'abattage qui sont plus élevés. Donc, les animaux sont plus vieux, ils ont plus le temps d'accumuler des contaminants environnementaux. Et en plus, en bio, de façon réglementaire, on oblige à avoir un accès extérieur. Donc, de fait, ils restent plus longtemps en vie et ils sont aussi plus exposés à l'extérieur. Donc, ce qui explique qu'on peut avoir des contaminants environnementaux un peu plus importants dans certains produits bio. Mais ça, on va le voir, ça a d'autres implications positives. Je passe maintenant à la partie agroalimentaire. Sur les intrants dont l'ABESPRI vous limite ou qu'il limite et ses effets sur la santé, on va noter les additifs alimentaires. Alors au niveau réglementaire, on a 340 additifs qui sont autorisés en alimentaire en général, quand on n'a que 57 additifs qui sont autorisés en bio, avec des formes naturelles qui sont privilégiées, certaines catégories d'additifs qui sont complètement exclus du règlement bio, comme les colorants ou les exhausteurs de goût. Et enfin, on a des usages qui sont beaucoup plus encadrés pour les additifs qui sont utilisés en bio, comme par exemple les nitrites avec des concentrations inférieures. Concernant les auxiliaires technologiques, de la même façon que les additifs, on n'en a que 42 autorisés en bio quand on a plus de 400 au total. Par contre, sur les auxiliaires technologiques, vu qu'ils n'ont pas d'étiquetage obligatoire, c'est très difficile de savoir quelle est l'exposition du consommateur. De la même façon, c'est assez difficile de faire le distinguo entre l'exposition des personnes qui mangent bio sur les additifs et les auxiliaires. Euh, Sur les intérêts nutritionnels directs des produits bio, j'ai juste mis ça pour illustrer, hein, n'essayez pas de le lire parce que c'est pas facile à lire, mais c'est pour dire que depuis plus de 15 ans, en fait, les études s'accumulent pour donner les indications. Ce qui est en vert, en fait, c'est ce qui est en faveur de l'agriculture bio. Ce qui est en gris, c'est ce qui n'a pas de différence entre bio et conventionnel. Et en orange, là où les aliments bio sont un petit peu inférieurs. Et donc là, ma diapo d'après vous donne un petit peu une synthèse. En fait, sur les produits végétaux, on a une plus grande teneur en vitamines, une plus grande teneur en minéraux, une plus grande teneur en acides et en composés phénoliques, hein, et donc de type antioxydant. Et dans les produits d'origine animale, on a une meilleure concentration en oméga 3, DHA, EPA, ce qui donne un meilleur ratio, hein, en oméga 3 sur oméga 6, hein. Ça donne donc un meilleur profil en acides gras. Et ça, c'est dû effectivement à la mise à l'herbe. Donc on voit que effectivement, le fait de faire sortir les animaux, ça peut avoir des effets négatifs, mais ça a aussi des effets très positifs sur la qualité nutritionnelle du produit animal. Et enfin, on trouve qu'entre les produits bio et les produits conventionnels, on a plus de composés anti-inflammatoires et de type antioxydant. L'explication, c'est effectivement la meilleure composition des produits végétaux est plutôt due à un stress en azote et en eau qui est plus important en AB, et la meilleure composition des produits d'origine animale, je vous l'ai dit, hein, c'est essentiellement la mise à l'extérieur, la mise à l'herbe. Par contre, il n'est pas clair que ces différences qui sont au niveau de l'aliment aient un impact sur la santé globale. C'est pour ça qu'il faut réfléchir vraiment
au niveau du régime alimentaire. Donc là, je vais vous décrire un petit peu quelques résultats de l'étude Bionutrinet qui a étudié les régimes bio versus non bio. Donc en gros, les mangeurs bio ont un régime qui est de meilleure qualité nutritionnelle. D'ailleurs, on peut le voir que ça se vérifie au niveau sanguin, puisque le taux plasmatique des forts consommateurs d'aliments bio sont supérieurs sur plusieurs composés d'intérêt nutritionnel. Les mangeurs bio ont aussi un régime qui a une empreinte environnementale plus faible, avec moins un quart des surfaces occupées de consommation d'énergie, moins un tiers de gaz à effet de serre émis, mais cependant avec un coût légèrement plus élevé que pour le consommateur conventionnel. Cependant, c'est rattrapé parce qu'ils mangent moins de produits animaux qui sont effectivement les produits les plus coûteux. Sur les résultats qui concernent les cancers, en fait, l'équipe de l'ERN de Bionutrinet a réalisé une étude là, qui est parue en 2018 qui permet de dire que le fait de manger bio, ça réduit le risque de cancer et notamment du lymphome hein, chez les consommateurs bio, avec une réduction du risque de 25%. Alors, ces résultats, c'est des études d'épidémiologie, donc ça demande quand même beaucoup de suivi hein, sur une longue période, d'une grande cohorte. D'autres équipes de chercheurs, par exemple en Angleterre, ont fait les mêmes tests et ils n'arrivent pas toujours aux mêmes conclusions. Donc, on va voir ce qui est consensuel ou ce qui est un peu moins. Donc, sur le cancer, c'est pas complètement consensuel parce que l'équipe anglaise, par exemple, n'a pas remarqué cette corrélation avec la diminution du cancer généralisé. Par contre, ils ont noté une diminution du lymphome non-Hodgkinien de 21%. Et les Danois ont aussi effectué les mêmes études et ils n'ont pas remarqué d'association avec le cancer en général, pas non plus de surrisque sur le LNH, mais ils ont remarqué un moindre risque de cancer de l'estomac. Donc on voit qu'il y a encore des études à poursuivre là, sur ces impacts cancer et suivant les cohortes, on n'a pas encore des résultats qui sont complètement consensuels. Sur la réduction du cancer du sein post-ménopause, l'ERN a toujours a remarqué une diminution du cancer du cancer du sein post-ménopause de 43%, tandis que les Anglais, eux, n'ont pas trouvé d'association sur ce cancer-là. Sur le, sur le diabète de type 2, le Bionutrinet, hein, l'ERN a trouvé une diminution maximale du risque de 35%. Alors là, pour le coup, la cohorte danoise a trouvé un résultat qui va dans le même sens, hein, avec un risque minoré de 5% pour 6 points d'augmentation de la consommation en bio. Et les Américains ont également trouvé un résultat similaire. Et ce qui est extrêmement consensuel sur le régime biologique, le fait de manger bio, quels sont les impacts sur la santé, ça va réduire en fait ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ce qui est lié à la prise de poids et au surpoids. Et donc on voit que plusieurs articles ont été publiés hein, par l'ERN avec une réduction de probabilité de surpoids de moins 23% et d'obésité de moins 31%, ce qui a été confirmé un an plus tard avec la prévalence du syndrome métabolique qui est diminuée de 31% pour les mangeurs bio. Et ces résultats, ils ont été confirmés en Allemagne, diminution du risque de surpoids de 9%, de l'obésité de 21% quand on mange bio, confirmé aux États-Unis avec une diminution du surpoids de 12% et d'obésité de 11%, confirmé en France par une autre équipe de recherche, 1K3, avec une association entre la consommation d'aliments bio et une diminution de l'obésité pendant l'enfance ainsi qu'à l'âge adulte. Ce qui a donné lieu en fait à un chiffre global hein, dans une revue systémique d'une diminution de 11% du risque d'obésité en mangeant bio. Donc c'est un vrai levier de politique publique hein, pour améliorer la santé des populations. Pour Donc, information, il va vous rester 2 minutes. eh ben, ça tombe bien, j'ai fini. Donc, en résumé, on peut dire que la consommation d'aliments bio est bénéfique pour réduire l'exposition aux pesticides. Elle permet d'augmenter les composés en antioxydants. Elle a un effet bénéfique sur les maladies et les changements fonctionnels, comme l'indice de masse corporelle. Elle a également un effet sur la qualité du sperme, hein, donc sur la fertilité. Donc les aliments bio hein, ont un impact positif sur la santé humaine, mais par contre, il est important de faire le distinguo, hein, de penser vraiment au niveau du régime alimentaire et aussi de faire le distinguo entre les impacts que les produits, par exemple les pesticides, peuvent avoir sur les agriculteurs et les autres populations. Et on voit que dans un objectif de santé publique, c'est important de promouvoir l'agriculture bio et les produits biologiques. Et d'ailleurs, c'est des recommandations qui sont déjà prises en compte dans certaines politiques publiques, comme le Programme national nutrition santé ou encore la loi Egalim et la loi climat et résilience au niveau national, mais vous avez aussi cité quelques réglementations plus régionalisées. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique et dense. Pour information, l'ensemble des travaux de l'ITAB est consultable et public
Donc, on va vous donner tous les liens si vous voulez aller creuser tous les thèmes qui ont été abordés très rapidement. Et ce sujet a fait l'objet aussi d'un colloque complet avec des vidéos. Je crois qu'il y a une quinzaine d'heures de vidéos sur le sujet. Donc, on vous mettra tout ça en lien pour que vous puissiez aller approfondir la thématique. On a 5 minutes de questions-réponses. Frédéric, je... Le lien est mis pour le colloque. Et il y avait une question concernant dans le chat concernant la notion de rendement moindre en agriculture biologique. Euh, Est-ce que ça a un sens au regard de la perte de nutriments par rapport à la production conventionnelle? On est plutôt sur la partie nutrition. Je ne sais pas si c'est dans les compétences de l'ITAB de répondre à cette question. Alors, je crois que enfin, il m'a semblé que c'était au moment où je parlais de Ouais, lixiviation et d'accord. d'azote. Donc, je me suis permis de Ah oui, répondre sur oui, oui, ces oui, ok, questions de ok, il y a le nutriments lien. en sens fertilisation. Voilà, j'ai répondu à cette question. En fait, ce sont les analyses de type analyse de cycle de vie qui rapportent des impacts à un produit et qui génèrent parfois des difficultés, incompréhension, comme j'ai essayé de le dire très rapidement. Effectivement, un fort atout de l'agriculture biologique qui est de ses moindres apports d'azote dans les écosystèmes, mais certains, avec donc des indicateurs voilà, d'ACV, rapportent ces moindres lixiviations d'azote au moindre rendement et finalement minorent le bénéfice de la bio en disant OK, mais rapporté au produit finalement du fait du moindre rendement, je caricature à dessein, mais s'il y a moins 50% de l'impact environnemental, mais également moins 50% de rendement. Certains disent, bah voilà, mais au final, où est le gain? Un peu de manière provocatrice, hein, je dirais. Et donc, nous, on insiste sur ces enjeux environnementaux, sur les faits que rapporter aux produits agricoles, parfois, ça peut ne pas être pertinent d'un point de vue agronomique. C'est-à-dire une lixiviation d'azote, ça se raisonne à l'échelle d'un bassin versant, puisque vous le savez particulièrement bien dans votre région en Bretagne, la question, par exemple, des marées vertes, elle ne peut pas se raisonner à l'échelle d'un produit sorti d'un contexte avec des seuils et des concentrations importantes. Donc, c'est vraiment l'importance de raisonner à l'échelle d'un bassin versant et donc à l'hectare et sur les situations locales, territorialisées, et non pas à l'échelle de rapporter une lixiviation à un rendement moyen, peu importe où ça se passe en France ou ailleurs. Donc, c'est un peu ça, toutes ces difficultés méthodologiques que je pointais lorsqu'on fait de la comparaison bio-non bio, et on peut arriver à des problématiques. Sur l'enjeu santé, de la même manière, en fait, comment dire, les méthodes de type ACV avaient jusqu'à présent de la difficulté à aborder l'enjeu d'écotoxicité et donc de bien refléter enfin, les effets négatifs des pesticides sur la santé humaine. C'était très peu reflété dans l'actuelle base de données qui s'appelle Agribalise sur les produits, voilà, et qui a généré donc tout plein de travaux pour essayer d'améliorer les méthodes pour mieux refléter ces impacts négatifs. Merci. Merci J'avais une beaucoup. autre Alors, question. Une question dans le je vois qu'il y chat. a une main levée aussi pour une prise de parole. Donc, c'est, de Christine Prigent du Conseil régional de Bretagne. Ok. Oui, bonjour. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. C'est super intéressant. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que ça fait du bien. Moi, j'ai une question à poser, c'est par rapport à la santé. On a parlé beaucoup de la santé des agriculteurs, mais il n'a pas du tout été abordé la santé de leurs enfants. Donc, moi, j'ai vu des études comme quoi le taux d'autisme chez les enfants d'agriculteurs était important, qu'il y a des cas de leucémie, etc., suite à tous les produits de traitement. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Moi, personnellement, au niveau du conseil régional, j'essaye d'avoir les statistiques des cancers pédiatriques parce qu'on sait que ça, c'est quand même important. Donc, est-ce que vous en savez un peu plus sur les enfants? Parce qu'on parle souvent des riverains, mais les enfants des agriculteurs, est-ce que vous avez des chiffres, s'il vous plaît? Oui, 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 on l'a traité hein, dans le rapport externalité. Alors, je suis passé très vite, j'avais qu'une diapo là-dessus, mais effectivement, en fait, alors, c'est plus par rapport aux mères. Par rapport au papa, c'est plus difficile de savoir l'impact de l'exposition aux pesticides du père et l'impact sur la santé de l'enfant. Par contre, sur la mère et sur les enfants, on a des données, hein. On a ce risque d'hypsopadie là, qui est bien, bien référencé. On a le risque de développer des leucémies.
Donc ça, je vous invite soit à revenir vers moi, soit à regarder dans notre rapport, hein, c'est quand même assez bien documenté actuellement. Même s'il y a sûrement d'autres choses à faire. Et on sait aussi sur la partie fertilité qu'on a assez peu étudié dans notre rapport, qu'il y a des impacts, hein, de l'exposition aux pesticides sur la fertilité. On pourra peut-être faire un Ok. petit zoom tout à l'heure cet après-midi. Il y a l'exemple J'avais de Strasbourg avec Monsieur Fels qui est aussi médecin et qui a des éléments sûrement à nous apporter sur cette partie plus lien avec les enfants. Ouais. Et j'en profite, oui, pour répondre à Monsieur Valnet là, sur les biais. On n'est jamais à l'abri d'être passé à côté de facteurs confondants, mais c'est vrai que là, les études de l'ERN, elles sont très bien ficelées au niveau statistique. En fait, elles font vraiment beaucoup de post-stratification sur les résultats, et en fait, ça nous permet de vérifier que ce pas des effets qui sont dus effectivement à des facteurs qu'on aurait oubliés, des biais de structure de la cohorte.